Alors, bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de la neuvième semaine de sensibilisation à l'infertilité, nous sommes dit que ça serait peut-être intéressant qu'on puisse parler aussi de ce que fait l'association, parce que finalement, là, on a orienté beaucoup toutes les rendez-vous divers et variés, soit sur des approches de présentation de la recherche, soit sur des sujets très variés comme le don de gamètes, l'insuffisance ovarienne précoce, AMP travail, l'accompagnement psychologique. Et finalement, on a assez peu parlé de ce que fait l'association. Donc ce soir, il n'y a que des bénévoles de l'association collective BAMP qui sont là et on va prendre un petit temps pour parler de ce que fait l'association, à quoi sert une association. Peut-être je vous laisse vous présenter, mesdames. Marie-Joëlle, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Marie-Joëlle, bénévole à Paris depuis maintenant un certain nombre d'années, adhérente de l'association depuis 2015. Euh, et en fait, je participe à des groupes de parole qu'on organise à Paris. Parfois sur des thèmes. On a fait cette semaine une rencontre mardi soir sur le don de gamètes autour d'une psychologue qui a travaillé la question du don d'ovocytes. Et puis, je suis membre de la CAPAD, la commission d'accès aux origines des personnes nées de dons de gamètes, qui est une instance nouvelle créée depuis la révision de la loi de bioéthique de 2021. Et j'y suis au titre de BAMP, bien sûr. J'y siège au titre de BAMP, comme d'autres associations, comme les MAM en solo et la PGL, l'Association des parents gays et lesbiens. Et puis de temps en temps, je me rends à des conférences ou je prête main forte sur des salons. Enfin bref, voilà. À Paris, je crois qu'on est 5 et on essaye de se relayer comme on peut. Voilà. Charlotte? Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Charlotte, je suis bénévole dans le Haut-Rhin, en Alsace. Pour ma part, je suis dans l'association depuis 2 ans et demi. Je suis également membre du comité d'administration et je fais partie de l'équipe qui s'occupe de l'accueil des nouvelles bénévoles dans l'association. Et voilà, je suis en lien avec le centre d'AMP de Mulhouse et le nouveau centre qui vient d'ouvrir sur Strasbourg. Et alors ce soir, il y a aussi Gaëlle qui est là. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Gaëlle. Moi, je suis basée sur Poitiers. Alors, j'ai adhéré à l'association il y a à peu près 2 ans. Et l'antenne de Poitiers a vu le jour au printemps 2022. Jusque-là, j'étais toute seule. On essaie un peu de dynamiser, sur le secteur de Poitou-Charentes. Donc, j'ai 2 autres personnes qui viennent de me rejoindre et on essaie vraiment de développer tout ce qui est rencontre et sur la thématique de la PMA sur le Poitou-Charentes. Ok. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'association, elle est organisée au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles dans différentes villes de France. Alors là, si, je vais faire un tour de France, mais si j'en oublie, vous me redites, les filles. Donc, il y a à Quimper, à Bordeaux, donc à Poitiers. Ensuite, on arrive vers Pau, mais l'antenne, elle est un petit peu en suspens pour l'instant. Après, c'est Montpellier, Marseille, Nice. Si je remonte, euh, il y a la Drôme. Ensuite, Lyon, Clermont-Ferrand, mais c'est aussi un petit peu en stand-by. Ensuite, il y a l'Alsace, donc le Bas-Rhin. Et Euh, Belfort. voilà, Belfort, Mulhouse, Reims, c'est aussi un petit peu en stand-by. Il y a Bar-le-Duc, Il y a Metz.
Metz, Bar-le-Duc. Et puis après, donc moi j'habite à Caen, donc voilà, essayer de faire exister un peu les choses à Caen, mais c'est pas forcément simple quand on est tout seul sur une région. Et puis après, eh bien, c'est l'Île-de-France avec Pontoise et Paris. On a aussi une Hermont. Hermont, avec oui, Hermont Ouais. dans le 95. Et puis on a une bénévole à Bruxelles et il y a aussi une antenne BAMP à Nouméa. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça fluctue, c'est qu'il y a eu, à d'autres époques, il y a eu d'autres villes où il y avait des bénévoles, et puis bah, les gens passent, donnent du temps, parce que voilà, être bénévole, c'est pas forcément très simple. Il y a certaines bénévoles qui sont encore en parcours d'AMP, donc ça, voilà, ça rajoute de la complexité. Ensuite, il y a un niveau national. Donc, au niveau national, on est organisé avec un conseil d'administration et donc des réunions qui s'organisent pour gérer les choses au niveau national. Et puis l'association agit aussi au niveau européen. Voilà. Donc quand il faut se déplacer en Europe et quand on peut se déplacer, bah, il y a certaines bénévoles qui le font, notamment au congrès Échereux ou dans les réunions qui sont proposées par Fertilité Europe ou par d'autres partenaires au niveau européen. Donc, cette année, c'est Céline qui est bénévole à Paris, avec toi, Marie-Joëlle, qui s'est engagée plus précisément sur ces questions européennes et qui a fait plusieurs déplacements et qui fait des réunions. Elle a assisté mardi à la réunion qui était proposée au Parlement européen là, par Fertilité Europe. Voilà ce que je peux dire en gros du fonctionnement de l'association. Euh, Est-ce qu'on que- peut préciser une chose sur notre éthique, Virginie? Alors oui, donc on est une association, loi 1901, agréée par le ministère de la Santé, et on est surtout orienté euh, vers la cause collective. C'est-à-dire que toutes les bénévoles qui rentrent dans l'association, elles sont vraiment briefées sur le fait que on n'est pas là pour défendre des intérêts individuels, on n'est pas là pour élargir comment on dit ça, Charlotte, son agenda professionnel. Alors, c'est pas un agenda, mais Carnet. son portefeuille professionnel. On n'est pas Carnet là d'adresse. Pardon. Son carnet d'adresse, tu veux dire? Voilà son carnet d'adresse. On rentre vraiment en tant que bénévole pour agir pour la cause commune et agir au nom de toutes et de tous. Euh, voilà. Bah, peut-être que oui, je peux rebondir sur ce sujet. Euh, Avec l'équipe de bénévoles qui nous occupons de l'accueil des bénévoles, on reçoit très régulièrement des demandes de personnes qui souhaitent intégrer l'association. Mais voilà, on remarque que c'est souvent pour proposer justement des coachings ou des aides diverses et variées qui vont voilà, dans ce sens-là. Et finalement, sur tous les messages qu'on peut recevoir depuis janvier, on n'a seulement accueilli que 4 à 5 bénévoles qui sont là pour les valeurs que l'association défend, à savoir le collectif, et de façon évidemment entièrement bénévole. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie-Joëlle, ou... Euh, oui, peut-être des petites précisions sur nos finances, justement, quoi. Mais je voudrais que tu en parles, toi, Virginie. Alors, au niveau financier, l'association, pendant très longtemps, elle n'a fonctionné qu'avec les dons et les adhésions des gens qui adhèrent à l'association. Et puis, il y a quelques années, on a en développement encore un peu, en développement notre travail et nos actions, notamment auprès des laboratoires, pour faire entendre le point de vue des patients
auprès des laboratoires ou alors pour participer à des études financées par des laboratoires, mais avec des médecins, des centres d'AMP, euh, on a, on a reçu des dons de certains laboratoires, ce qui est problématique parce que, on aimerait avoir des subventions publiques parce que voilà, nous, on ne veut dépendre de personne. Alors même si là, avec les laboratoires qui nous font des dons, ils nous demandent rien en contrepartie. Enfin, il n'y a pas d'exigence de leur part. C'est vraiment le contrat est clair, je dirais. On s'engage sur des projets qui nous conviennent. Et il y a des projets qui nous sont proposés sur lesquels on ne s'engage pas, parce que ça va justement un peu à l'encontre de nos valeurs et de la manière dont on veut défendre le point de vue des patients. Mais donc là, on reçoit oui, des dons qui sont faits par certains laboratoires. On a déposé des demandes de subventions publiques, mais c'est compliqué parce que le sujet fertilité, infertilité, comme vous le savez, est encore un sujet qui a du mal à exister et même dans les instances publiques, pour demander une subvention, il faut rentrer dans la bonne case. Et pour l'instant, on ne rentre pas dans les bonnes cases, pas parce que notre projet est défaillant, mais parce que la case n'existe pas. Donc là, on va renouveler pour l'année 2024 des demandes de subventions. C'est très chronophage et on espère à un moment donné pouvoir avoir des subventions publiques pour pérenniser les actions de l'association, parce que ça demande beaucoup de travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont bénévoles, sont on travaille, ont des enfants pour certaines, sont encore en parcours, donc il y a vraiment nécessité d'avoir des professionnels qui soient engagés, par exemple, pour faire du secrétariat ou pour faire des demandes de subventions, par exemple. Donc ça, c'est au niveau des finances. Oui, c'est important effectivement de préciser que quand bien même quelques laboratoires nous donnent un peu de sous, c'est pas non plus des sommes extravagantes, quoi. Non. Il n'y a aucun deal commercial entre les laboratoires et nous, quoi. Alors, Euh, par exemple, là, ça me fait penser à quelque chose. On est sollicité assez régulièrement par des cliniques à l'étranger qui, pour le coup, nous proposent des deals. Si vous nous envoyez des patients, on pourra vous reverser de l'argent. Et ça fait 10 ans que l'association existe et on a toujours refusé ça. Alors que ça serait facile, hein. Ça serait facile de dire oui et ça serait facile de voir rentrer l'argent par ce biais-là, mais voilà, on ne souhaite pas fonctionner comme ça. Moi, je voudrais préciser Désolée. que ça fait partie des choses qui m'ont convaincue et donné envie d'adhérer à l'association. Le fait qu'il y ait une éthique et une déontologie très forte au sein de cette association. Euh, qu'elle est effectivement, elle s'appelle Collectif BAMP. C'est pas aucun mot n'est inutile là-dedans. BAMP au départ c'était blog AMP, c'est la contraction de blog et d'AMP. Donc collectif BAMP et il y a une définition qui a été mise au point historiquement par Virginie et peut-être d'autres cofondatrices, je ne sais pas, par le passé. C'est-à-dire qu'on notre action, on la résume par notre mission, on la résume par trois verbes d'action qui sont informer, témoigner et agir. Et, et cette formule me plaît beaucoup à moi. Bah voilà, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire ça et sur des sujets différents, c'est-à-dire on aurait pu se contenter de, je sais pas, l'infertilité féminine, mais en fait, il y a 10 ans, l'espace était tellement vacant, tellement vide, qu'on s'est dit, il faut qu'on se rassemble et donc il faut qu'on traite de l'infertilité féminine, de l'infertilité masculine, des difficultés en AMP intraconjugales, des difficultés liées au don de gamètes, des questions sociétales avec l'accès au droit, AMP travail, enfin voilà, on a envisagé le fonctionnement de l'association d'un point de vue systémique en se disant, c'est un champ qui a il y a plein d'éléments dans ce champ-là, il y a plein d'acteurs. Donc c'est ce qui fait un peu des fois
On a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a plein d'éléments, enfin, il y a plein d'interpellations sur des sujets différents. Mais bon, en 10 ans, je trouve qu'on s'en est pas mal tiré et on a fait quand même beaucoup bouger le monde de l'AMP français. Et ça, on est quand même fiers de ça. Charlotte, tu voulais dire quelque chose ou Non, je suis désolée pour ceux qui tu chasses les regardent. mousses? Il y a une mouche qui vient devant ma caméra dans mes cheveux. Voilà. J'ai pas Gilles de la Tourette. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Peut-être, On peut dire qu'on recherche toujours de nouvelles bénévoles, notamment des juristes, des personnes anglophones et des personnes spécialisées dans les demandes de subventions publiques. voilà. N'hésitez pas à venir chez nous. Comme je dis toujours, pour motiver les troupes, beaucoup de nos bénévoles sont devenus mamans une fois qu'elles ont intégré l'association. Alors, il en reste pour qui ça n'a pas marché, mais les statistiques sont plutôt bonnes. Je confirme parce que quand j'ai intégré Bombe, c'est là que je suis tombée enceinte. Ah, on va pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, ça Intégrer Bump, tu tomberas enceinte. Non, intègre Bump, tu tomberas enceinte. Avec des trucs qui clignotent. Non, Non, mais voilà, j'ai une pensée pour toutes celles pour qui ça n'a pas encore marché. bah, oui, 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 bah, quand on a créé l'association, moi j'avais mes 2 enfants et les 4 femmes, les 3 autres femmes qui étaient à l'origine de l'association avec moi étaient encore en parcours et ça a été très compliqué. Au final, tout le monde est devenu parent grâce à l'adoption et puis grâce aux dons de gamètes. Mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de proposer aux bénévoles aussi un accompagnement, des outils. Donc on fait on propose des réunions toutes les semaines, n'importe quoi. Tous les mois, toutes les semaines, on s'en sortirait pas. Tous les mois. Après, il y a des réunions qui sont faites aussi sur des sujets particuliers parce qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'on peut imaginer ce qu'est une association et puis quand on est dedans et qu'on se retrouve avec des gens et voilà. Donc il y a ces réunions de travail, il y a des réunions qui se font aussi entre bénévoles sur des sujets particuliers. On a plein d'outils à disposition. Et moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'on rentre dans un collectif, mais après, chacun est libre aussi d'apporter ce qu'il a envie d'apporter et de faire des choses qui lui font plaisir aussi. Voilà, c'est du bénévolat, donc on n'est pas là pour être sous contrainte et qu'il y a plein de choses possibles en fait avec de l'énergie, avec le support des autres bénévoles, avec le réseau et tout ce que connaît l'association depuis 10 ans. Il y a vraiment la possibilité de faire plein d'actions, de sensibilisation, d'information, d'accompagnement au niveau national, ce qu'on a fait, par exemple, si on prend cette année, eh bien, on a participé à des réunions de travail avec des laboratoires. Si on prend le dispositif Fertility Support, avec lequel Charlotte chassait les mouches, là, euh, ça a nécessité, voilà, c'est ça, ça a nécessité la mise en place d'un comité scientifique avec des médecins de l'AMP, avec Patientis, qui est l'entreprise qui porte le projet, avec le laboratoire. Donc, on a fait des réunions de travail, des réunions de rédaction. Donc voilà, bah, typiquement, à chaque fois, c'est proposé. Et si des bénévoles veulent s'investir sur une activité comme ça, c'est possible qu'elles participent à ces réunions de travail. Comme le dit Marie-Joëlle, il y a des réunions qui sont plus institutionnelles, donc comme la CAPAD. Dans les réunions institutionnelles, il y a toutes les réunions qui sont faites avec l'Agence de la biomédecine, qui est donc l'institution qui chapeaute le don d'organes et le don de gamètes en France, mais c'est aussi l'institution qui rédige les arrêtés de guide des bonnes pratiques et tout ça. Et donc là, avec l'Agence de la biomédecine,
on est sollicité sur plein de réunions. Donc, si je prends juste l'exemple de l'année 2023, on a eu plein de réunions dans le cadre du comité de suivi de la loi de bioéthique. Donc là, la personne qui siège dans cette réunion, elle représente l'association et l'association est représentative des usagers de l'AMP. Il y a eu des réunions avec l'ABM sur la gestion du stock de spermatozoïdes. Donc là, c'est pareil, il faut porter la voix des patients sur cette question de comment on va passer de l'ancien stock au nouveau stock. Là, il y a des réunions qui ont commencé sur le parcours patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sollicite et on interpelle l'ABM depuis longtemps sur ça pour travailler tous ensemble. Donc l'ABM et les sociétés savantes, les professionnels de l'AMP, pour améliorer les parcours des donneurs et des donneuses, des receveurs, des couples receveurs ou des femmes qui reçoivent des dons, mais aussi les parcours AMP. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, on peut être amené à rédiger des documents, on peut être amené à relire des documents, mais surtout, on porte le point de vue des patients. Donc, c'est pour ça que régulièrement, on interpelle publiquement pour dire si vous rencontrez des difficultés dans votre parcours, voyez avec les bénévoles pour que toutes les difficultés puissent être remontées et qu'on voilà, on puisse progresser dans la qualité de la prise en charge. On participe aussi à des colloques médicaux, donc soit des colloques médicaux spécialisés, soit dans le public, sur des thèmes différents, soit parce qu'on est invité à intervenir en tant qu'association. Donc là, en septembre, il y avait les congrès FFER. Là, il y a des congrès qui arrivent. FFER, donc Fédération française d'études de la reproduction. Voilà. Ça réunit en fait tous les soignants du secteur de l'AMP, en fait. Des médecins, des biologistes, des sages-femmes, des infirmiers, infirmières, des psychologues. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Il y a les biologistes. Il y a aussi des fois des chercheurs en sciences sociales qui travaillent enfin, qui présentent des enquêtes qu'ils peuvent faire. Et puis, il y a aussi tous les laboratoires. Donc là, c'est une présentation des innovations, une présentation des dernières recommandations. Voilà, donc par exemple, cette année, on est intervenu, je ne sais même plus sur quel thème, tellement j'ai de trucs dans ma tête là. On est intervenu, je ne sais plus sur quoi, mais on est intervenu en tant qu'association de patients. Donc, c'est comment faire entendre le point de vue des patients là où c'est nécessaire. Peut-être aussi, Virginie, préciser que quand, justement, pour faire entendre le point de vue des patients, dans différentes instances, là, tu étais en train d'évoquer les grandes réunions, conférences qui peuvent être organisées ici et là. Mhm. Dans le cadre de la Fédération française d'études de la reproduction, on parle par le milieu médical, mais parfois aussi, on a été sollicité par l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Est-ce que tu veux en parler un petit peu là, de cette étude qui date pas de cette année pour le coup, mais euh, qui montre en fait que soit on est sollicité, soit on cherche à se faire entendre auprès de tous ceux qui travaillent autour des publics de l'AMP. Mhm. Mhm. Euh, L'INED, ils ont lancé une étude sur l'AMP transfrontalière, c'est-à-dire de pouvoir évaluer la circulation des patients entre la France et les autres pays, que ça soit pour l'AMP intraconjugale ou pour l'AMP avec don de gamètes, parce que finalement, tout le monde parle de les gens en voyage en Europe pour aller recevoir des soins d'AMP ailleurs, et finalement, il n'y avait pas d'études à part les chiffres présentés par les cliniques espagnoles. Donc voilà, l'INED s'est dit, on va faire cette étude-là. Donc là, c'est pareil, c'est des groupes de travail qui sont constitués. Soit les bénévoles se déplacent à Paris dans les locaux de l'INED, soit les réunions sont faites en visio. Et c'est toujours pareil, c'est essayer de
de réfléchir ensemble, de travailler sur le contenu. Ensuite, on a participé à une petite table ronde que l'INED a mis en place sur leur compte Instagram. Enfin voilà, c'est diverses actions avec différents acteurs. On a par exemple cette année et l'année dernière été sollicité pour rédiger des articles dans des revues spécialisées. Donc ça a déjà eu lieu par ailleurs sur d'autres sujets, mais là des revues spécialisées en assistance médicale à la procréation. Et donc c'est faire entendre le point de vue des patients sur tel sujet. Donc l'année dernière c'était sur la loi de bioéthique. Et cette année, on a été sollicité sur l'accompagnement psychologique. Euh, voilà, donc là, c'est faire entendre le point de vue des patients auprès des professionnels. Et donc ça, c'est un travail important qu'on essaye de faire depuis la création de l'association. On a été aussi sollicité, ça c'était l'année dernière ou l'année d'avant, pour un gros livre. Ça, c'est vous en exclusivité, hein, parce que on l'a reçu récemment, le livre, mais on n'en a pas encore parlé. Donc c'est un gros livre qui est à destination des étudiants en médecine de la reproduction. Et moi, j'avais acheté la première édition, je ne sais plus quand, en 2015 ou 2016. Et là, cette année, donc, eh bien, on a un article de l'association dans ce livre. Donc, pour les 10 ans de l'association, c'est un gros cadeau. Vous voyez, donc là, c'est à l'envers pour vous, je pense, mais vous voyez, Non, on va à l'endroit. vous voyez à l'endroit. Super. Euh, Là, donc, pardon? Ah oui. Donc ça, c'est vraiment un livre de référence en médecine de la reproduction pour les étudiants notamment. Et donc, c'est important qu'ils puissent lire comment nous, l'association, on voit les choses. Et euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a une question. Alors ça, c'est la grande difficulté, c'est-à-dire euh, sur lequel on travaille depuis 10 ans. Donc, pour vous donner un peu une échelle, c'est que depuis 10 ans, on défend le point de vue des patients. On défend le respect de la loi. Alors, pour vous donner un exemple, sur le don de gamètes, jusqu'à il y a pas longtemps, les centres d'AM, les sécos, imposaient l'appariement aux personnes qui s'adressaient à eux pour recevoir un don, alors que l'appariement est illégal. Mais en pratique, les centres le faisaient quand même. Et donc nous, on a toujours dit, mais non, mais il faut pas, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi. Et on avait beau le dire dans des réunions, dans des instances et tout ça, ça continuait. Et il a fallu que dans le cadre de la loi de bioéthique, il y ait des amendements qui soient rédigés dans ce sens-là, qu'on réécrive en 2022 euh, le guide de l'arrêté des bonnes pratiques en réaffirmant, donc avec les centres d'AMP, avec les sécos, avec les sociétés savantes présents, que l'appariement ne doit pas être imposé aux patients, que c'est hors la loi. Et finalement, ça perdurait. Bon, là, normalement, plus aucun centre ne doit le faire. Mais il peut s'avérer que certains continuent à le faire. Donc, si certains continuent à le faire, il faut nous informer pour qu'on puisse nous refaire remonter et qu'ensuite l'Agence de la biomédecine puisse intervenir. Euh, un autre exemple sur les critères d'âge, comme la personne en parle dans sa question. La loi de bioéthique dit une femme peut être prise en charge jusqu'à 43 ans en France. Elle pourra avoir une ponction. Et si elle a conservé, si elle a des gamètes conservées, donc avant 43 ans, elle pourra par exemple faire une insémination, recevoir le sperme de son conjoint ou le sperme d'un donneur jusqu'à ses 45 ans. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais en pratique, il y a plein de centres qui ne le font pas, qui mettent des critères différents.
est souvent bien plus bas. C'est la réalité, tout le monde est au courant, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à le signaler. Et voilà, peut-être que à force que ça soit dit et redit par les associations diverses, parce que maintenant que la loi a été ouverte, on partage les réunions avec d'autres associations, donc les mamans solo, comme tu disais au départ, ou la PGL ou les enfants d'arc-en-ciel. Donc les associations n'ont de cesse de faire remonter les difficultés que rencontrent encore les patients et les patientes sur le terrain. Donc voilà, c'est pas aussi simple que une stricte application de la loi. Mais par contre, si voilà, nous on est au courant de certaines choses, mais si vous rencontrez des difficultés, il faut nous les signaler pour que nous-mêmes on puisse les faire remonter et à force réussir à faire changer les choses. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? Je l'espère. Après, il y a un élément qui est, il faut que les gens aient conscience de ça, c'est que les médecins, les médecins en général, tous les médecins de France ne sont pas soumis à une obligation de prise en charge. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'engager des soins ou pas. Ils sont juste contraints en cas d'urgence vitale. C'est-à-dire qu'un un médecin qui voit quelqu'un qui s'effondre dans la rue et qui se dit, oh là, je vais finir mes courses plutôt que d'aller m'occuper de ça, euh, il est en faute. Mais un médecin qui refuse à un couple ou à une femme de le prendre en charge en AMP, il en a le droit, en fait. Et donc, là, on arrive à la limite du droit entre le droit des usagers du système de santé et le droit des praticiens, des médecins. Voilà, il y a une frontière qui se frotte et qui fait qu'on ne peut pas, on peut pas tout obtenir. euh, et en tous les cas, on ne peut pas l'obtenir par le biais de la loi. Nous, on essaye de l'obtenir par le biais de la réflexion, des réunions de travail qu'on partage, de, de l'évolution des représentations aussi du côté des médecins. Mais on a des limites juridiques aussi qu'on peut pas dépasser. Alors, je sais que c'est difficile, hein, mais c'est la réalité, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à faire des choses. Parce qu'on, dans l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, on propose aussi des accompagnements individuels à des personnes qui sont en difficulté sur des questions comme ça, avec des médecins, des refus de prise en charge, par exemple. Et il y a des situations qui avancent, des situations qu'on arrive à faire avancer ensemble, la personne ou le couple, et nous, avec l'ABM ou avec tel ou tel centre avec lequel on va pouvoir discuter, trouver des modalités d'arrangement, ou passer sur des rédactions de courriers pour l'ARS, pour les directions des établissements, pour l'Agence de la biomédecine. Oui, mais l'Agence de la biomédecine, c'est ce que je viens de vous dire. On peut faire une insémination jusqu'à 45 ans. C'est-à-dire la loi dit que c'est jusqu'à 45 ans. Sauf que les médecins, euh, dans leur grande majorité, ils considèrent que c'est pas... voilà, ils considèrent que ça ne va pas apporter quelque chose, donc ils ne le font pas. Mais nous, ça ne nous empêche pas de rappeler la loi à chaque fois et dans chaque réunion. Est-ce que Gaëlle ou Charlotte, vous vouliez ajouter quelque chose sur le... Est-ce que c'est Mm. facile d'être bénévole? Est-ce que ça demande du temps? Est-ce que ça vous a fait... Est-ce que vous avez découvert que vous étiez capable de faire des choses que vous ne pensiez pas capable? Je sais pas, aller voir des députés, parler à des journalistes.
parce que ça fait partie aussi des choses qu'on est amené à faire en tant que bénévole. Gaëlle, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Du coup, je vais commencer. Alors, je pense qu'être bénévole, c'est une bonne expérience, surtout sur cette thématique-là, car en fait, dans nos parcours, on n'arrête pas de nous répéter que c'est que les personnes qui ont vécu la même chose qui peuvent se comprendre. Donc, je pense que d'avoir une association comme BAMP où chaque bénévole dont on fait partie toutes a vécu ce que vivent celles qui viennent à notre rencontre ou nous poser des questions. Je pense que sur ce point de vue-là, en fait, c'est hyper enrichissant et riche d'être bénévole parce que même si on ne maîtrise pas tous les sujets qui sont liés à la PMA, hein, bien sûr, eh ben, on a vécu quand même la même chose que celles qui viennent, en fait, nous poser des questions ou nous rencontrer. Alors, donc, je dirais que déjà, c'est un premier point super positif. Après, oui, ça prend un certain temps car il faut pouvoir organiser tout ce qui est organisé. Prendre le temps aussi d'aller un peu démarcher certaines personnes, certains professionnels, mais c'est aussi une façon de lever certains tabous, je pense, c'est mon avis personnel, sur le sujet de la PMA aussi, en fait, qui est, je pense, trop peu parlé et trop peu de personnes osent aussi parler de ce sujet. Donc, moi, je dirais que c'est tout ça qui fait que bah, c'est important d'être bénévole, en fait, tout simplement, parce il y a le côté, oui, aider les personnes qui sont dans ces parcours-là, puis comme l'a dit aussi Charlotte, donner un espoir parce que ben quand on a vécu ce parcours-là et qu'en plus on a réussi à avoir des enfants, je pense que ça apporte un super message d'espoir aussi pour les personnes qui sont dans ces parcours-là, car on sait toutes que c'est des parcours compliqués. Et il y a aussi, comme je disais, pouvoir briser les tabous, à aller à la rencontre eh ben, de journalistes, de professionnels aussi, car malheureusement, il y a aussi des professionnels qui sont médecins, gynécologues ou sages-femmes, qui ont aussi des a priori par rapport à la PMA. Donc, je pense que le rôle de bénévole est vachement important pour tout ça, en fait. Je sais pas si vous me rejoignez, mais sur mon avis, mais moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ouais, complètement. Je te rejoins. Et Moi, toi, j'avais l'impression, en fait, quand j'ai rencontré BAMP donc en 2015, d'avoir traversé les années de parcours de manière très solitaire. Euh, un peu, je pouvais, même si j'avais des tas d'amis autour de moi, beaucoup de gens qui sympathiques, euh, mais je me suis quand même sentie très très seule pendant ces années-là. Et aujourd'hui, quand en réunion on accueille des gens, etc., ce que je trouve à chaque fois fabuleux, c'est justement, même si on ne se connaît pas, si on reçoit des gens qu'on n'a jamais vus, euh, même si les gens peuvent revenir dans les réunions, c'est aussi très sympa quand on retrouve des gens qu'on avait déjà vus il y a un an et puis qui sont à nouveau là, etc. Mais bref, ce soutien qu'on a entre pairs, P-A-I-R-S, là, ce dont tu parlais tout à l'heure, Gaëlle, c'est très réconfortant et on le voit sur le visage des gens. C'est, euh, c'est, c'est des moments en fait où on comprend l'utilité de l'association, en tout cas dans cette mission-là, parce que Virginie l'a bien expliqué, il y a des tas de dimensions dans l'action de BAMP, mais en tout cas sur cette dimension fondamentale du soutien pour les gens qui sont en parcours, euh,
moi, je me lasse pas, en fait, quoi, d'aller dans ces réunions et de voir comme les gens, en fait, s'y sentent bien. Et pour juste donner un exemple, comme quoi c'est pas juste une vue de l'esprit, mardi soir, quand on a fait la réunion là sur le don de gamètes à Paris, il y avait, je crois qu'on était 8, il y avait 8 personnes qu'on ne connaissait pas, donc parmi nous. Euh, et il y avait un visage qui me disait quand même quelque chose, quoi. Et à la fin de la réunion, et cette femme a pris la parole plusieurs fois dans la réunion, et c'était très, très, très chouette. Et à la fin de la réunion, je suis allée la voir en lui disant, mais en fait, on se connaît, non? T'es déjà venue dans une réunion. Et elle me dit, oui, 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 j'étais là il y a 2 ans, en visio, parce que on était en plein Covid, je crois. On venait de lui diagnostiquer une insuffisance ovarienne précoce. Elle était toute jeune. Donc, elle s'orientait vers le don de vos sites, mais évidemment, ça la bouleversait et elle avait besoin d'en parler. Et ben, à la réunion de mardi, cette femme, en début de réunion, elle s'est présentée comme étant la maman d'une petite fille de 3 mois. Et ben, ça m'a fait super plaisir. Mm. Ok. Tu viens et tu reviens aux réunions BAMP. Oui. Non, mais c'est sûr que ça crée des liens, hein. Enfin, ça crée des liens. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la foule en délire? Des choses que les gens voudraient savoir, ouais. Oui, des choses, des précisions. Oups, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, Est-ce qu'on a eu l'occasion de dire que l'association avait 10 ans? Oui, je l'ai dit Peut-être. vite fait, mais oui, cette année, l'association a été créée en 2013. Donc d'abord, il y a eu d'abord un site internet pour voir si ce qui était dans ma tête pouvait intéresser d'autres personnes. Ça, c'était au printemps 2013. Et ensuite, le 17 octobre 2013, on a eu le journal officiel, voilà, qui a, qui a déclaré officiellement la création de l'association, disant ça passe hyper vite. C'est passé très vite. Il y a eu plein de choses de faites. Je ne sais pas si. Enfin, lundi, on a fait une visio sur AMP et Travail, mais ça, AMP et Travail, c'est un des premiers gros dossiers avec le manifeste de l'association. Donc, il reprenait un peu tout ce que je vous ai dit sur améliorer la qualité de la prise en charge de la relation avec les médecins, améliorer les outils, améliorer la loi de bioéthique. AMP Travail, obtenir les autorisations d'absence, c'est une des premières gros dossiers qu'on a porté pendant 3 ans, puisque la loi a été changée en décembre 2016. C'était dans le cadre d'une loi santé. On avait pu obtenir les autorisations d'absence pour les hommes, puisque historiquement, les autorisations d'absence avaient été proposées par les sénateurs, mais sans les hommes, et puis c'était pas pour tous les protocoles et tout ça. Donc, nous, on avait pu rajouter dans les amendements qu'on avait rédigés à l'époque que ça soit pour tous les rendez-vous et surtout que les hommes ne soient pas oubliés dans cette démarche-là. Donc ça, c'était une grosse victoire. Et puis ensuite, les victoires suivantes, ça a été la confiance accordée par les médecins de plus en plus, le fait qu'ils nous invitaient au colloque, qu'ils nous invitaient à intervenir en tant qu'association représentative. Euh, Maintenant, on travaille vraiment main dans la main. Alors, pas avec tous, parce que par exemple, ce que disait la dame tout à l'heure sur des centres qui refusent des prises en charge en insémination, par exemple, si on a plus de 43 ans, ça, on n'arrive pas à le faire changer parce que les recommandations internationales vont dans le sens
enfin, oui, ils vont dans le sens que à partir d'un certain âge, les inséminations ont des taux de réussite très faibles. Et donc, vu que les médecins sont déjà surchargés de prise en charge, eh bien, pour nous, sacrifie un peu les femmes de plus de 43 ans qui voudraient une insémination, par exemple. Et ça, on en parle depuis que la loi a été votée et n'arrive pas à aller au-delà parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les médecins ont des droits, les patients ont des droits, et il y a un moment où ça ne se croise pas. Après, on espère, avec le travail qui est fait sur les parcours de patients, qu'on puisse continuer à insuffler notre manière de voir les choses, et peut-être que ça puisse évoluer, mais c'est compliqué. Parce que voilà, à partir d'un certain âge, les inséminations ont des taux très faibles de réussite et les recommandations internationales ne vont pas dans le sens de faire des inséminations au-delà d'un certain âge. Et pour les 10 ans qui viennent, alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Pour les 10 ans qui viennent, je pense qu'il y a une vraie nécessité de plus de prévention pour qu'il y ait moins de gens qui rentrent en AMP finalement. Parce que l'AMP, c'est quand même une Lourd. procédure lourde, longue, qui n'a pas de solution garantie, un bébé à 100%. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de difficultés. Et l'objectif, ça serait que moins de personnes aient besoin de recourir à l'AMP. Donc là, à mon avis, ce travail de prévention, de sensibilisation, il doit vraiment être renforcé. On a des outils qui peuvent aller dans ce sens-là, mais c'est pareil, c'est très long à mettre en place. Il y a le rapport sur les causes d'infertilité qui axe vraiment les choses sur la prévention, la sensibilisation individuelle, collective, la formation des médecins de première ligne et tout ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de proposé au niveau de l'État pour que tout ça se mette en place. Nous, à notre niveau, notre petit niveau, donc il y a des actions qui vont peut-être arriver à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine avec un laboratoire. Mais bon, pour l'instant, les choses ne sont pas encore totalement validées. Par contre, avec les médecins de la médecine de la Société de médecine de la reproduction, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet qui s'appelle Infofertilité. Et donc là, vendredi dernier, le premier jour de la semaine de sensibilisation, un site internet a été mis en ligne qui s'appelle Infofertilité et qui a pour objectif de faire de la sensibilisation et de l'information grand public sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, notamment vers les jeunes générations, pour que les gens puissent être informés plus rapidement de la réalité de la fertilité humaine et de la réalité de l'AMP. Parce qu'on est en 2023, ça fait plus de 50 ans, enfin non, ça a plus de 50 ans qu'on fait des inséminations, mais on va dire plus de 41 ans qu'on fait des FIV, je pense que les Français ont bien intégré que t'arrives pas à faire un bébé, hop, tu vas en FIV et bam bam, tu as un petit bébé tout beau, tout chaud 9 mois après, ce qui est loin d'être la réalité. Et donc, il y a un gros travail à faire aussi d'information à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est continuer à accompagner, soutenir les personnes qui sont en AMP, continuer à porter la voix des patients dans les instances, continuer à développer euh, tout ce qui est la sensibilisation et l'information sur fertilité, infertilité, AMP, don de gamètes, mais vraiment dans l'objectif que la santé peut-être des humains s'améliore et donc la santé reproductive et surtout que les gens soient mieux informés pour faire des choix de vie au moment où c'est le meilleur pour eux, quoi. Oui, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les gens, parce que ça nous est tous arrivé aussi à nous, les gens se soucient de la qualité de leur reproduction
au moment où ils ont envie de faire un bébé. Et en fait, les sujets que j'ai pu découvrir, moi, à travers l'association, et grâce au travail de Virginie et des bénévoles, c'est que la, la sensibilisation à notre état de santé reproductif est fondamentale et il est un indice de notre état de santé général. Moi, j'ai compris ça au fil du temps. Et maintenant, alors, on a fait beaucoup d'actions de sensibilisation en discutant avec des gens qui sont des biologistes de la reproduction, qui nous ont expliqué l'influence des perturbateurs endocriniens sur nos chances d'arriver à faire des enfants un jour ou pas, qu'en fait, l'espèce humaine n'avait déjà pas une fertilité démente par rapport aux petites souris, par exemple, qui se reproduisent très vite et beaucoup, mais que nos modes de vie, notre environnement au sens large, les polluants, les perturbateurs endocriniens, etc., euh, endommageaient considérablement notre fertilité. Et de comprendre ça et de le faire passer au jeune public, j'ai vu que quelqu'un posait la question là, savoir si on intervenait auprès des collèges. Je vais te laisser répondre là-dessus, Virginie, mais effectivement, de faire savoir le plus tôt possible aux parents des enfants, des collégiens par exemple, aux parents des enfants qui sont en crèche aujourd'hui, en école maternelle, au primaire, euh, que via les enfants, en fait, on touche des publics variés pour pouvoir sensibiliser les gens. Aujourd'hui, il y a eu des rapports qui sont tombés sur la qualité de l'eau qu'on boit. On sait que ces polluants, en fait, sont présents dans toutes les dimensions de nos vies. Et donc, en parler, faire savoir que tout ça a des conséquences sur notre fertilité, ça, ça relie en fait les sujets entre eux et ça fait avancer l'information de tous, quoi. C'est pour ça que le thème de la santé environnementale et son impact sur la fertilité a toujours été dans le projet de l'association. Dès 2013, dans notre manifeste de l'association, il y a toujours eu cette partie sur euh, les perturbateurs endocriniens, les toxiques environnementaux, que ce soit chez soi ou au travail, et surtout l'impact transgénérationnel, c'est-à-dire que ce qu'on intègre ou qu'on ingère ou, en tant que parent, on le transmet à notre fœtus, puisque ça passe la barrière du placenta. Voilà, donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, qui est fait avec le dispositif des 1000 premiers jours. Donc, il y a ce dispositif-là, avec les caisses d'assurance maladie qui s'investissent beaucoup, les maternités qui s'investissent sur ces sujets-là. En France, il y a un plan national santé environnementale. Là, on doit être au quatrième, qui à chaque fois élabore des objectifs. Donc là, le dernier, vous savez, il y avait le fameux, comment ça s'appelle? C'est comme pour le lave-vaisselle, les lave-vaisselle là, rouge, vert, orange. Mais là, c'est pour l'alimentation. Et Ah, le score. voilà, un Nutri-Score. score, je sais plus comment il appelle, Nutri-Score. un Nutri-Score, voilà, pour qu'on puisse évaluer dans les aliments la présence de tous les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est les conservateurs, comment ça s'appelle? Je sais même plus. Enfin, tout ce qu'on rajoute dans l'alimentation, notamment industrielle, Additif. et qui sont pas bons pour notre santé, ni pour la santé de petits, euh, nos petits humains. Mais c'est toute la société en fait qui doit se dire il faut qu'on agisse autrement, et ça, c'est difficile. Mais au sein de l'association, donc on est membre d'une autre association qui s'appelle le Réseau Environnement Santé,
qui était à l'origine de l'interdiction du bisphénol A et qui fait signer des chartes santé environnementale avec les villes. Donc là, c'est pareil, c'est une autre échelle, c'est agir au niveau de la ville. On a une bénévole qui participe à ces réunions avec le réseau environnement santé, donc sur l'axe santé environnementale. Pendant la semaine de sensibilisation, là, elle a proposé plusieurs tables rondes sur ce sujet-là qui ont été enregistrées, donc elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'association. Et on est engagé sur ce sujet-là aussi. Mais c'est pareil, c'est pas un sujet facile parce que autant on peut agir un petit peu individuellement à notre échelle, autant il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir, ou alors peut-être en tant que citoyen ou en tant que consommateur. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce on va aller se reposer? Quelqu'un posait la question du rôle du médecin traitant dans la prévention. Oui, alors les médecins traitants, il faut qu'ils soient formés, informés. Mais ça, c'est pareil, c'est la formation la formation continue. Donc certains le font. Les sujets santé environnementale, ça se développe beaucoup, mais le sujet fertilité, infertilité, c'est pas encore ça. La Société de médecine de la reproduction fait des vidéos sur ces thèmes fertilité, infertilité, et ces vidéos, elles sont diffusées dans des réseaux médicaux, hors AMP, hein, j'entends. Voilà. Là, on a initié un travail. On avait été contacté par euh, une instance, je ne sais plus quel est son nom, mais en tous les cas, c'est les pharmaciens. Les pharmaciens qui veulent faire eux aussi de l'information auprès des pharmaciens sur fertilité, infertilité. Donc, on a beaucoup discuté avec le monsieur qui gère ça. On l'a mis en lien avec un médecin de la reproduction et là, il va faire des vidéos de formation et d'information sur ce thème-là, donc à destination des pharmaciens. On est intervenu aussi cette année dans un magazine pour les pharmaciens, pareil, où on a été interrogé sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, l'infertilité, l'AMP, comment vivent les patients, quels sont les besoins des patients avec dans leur relation aux pharmaciens, par exemple. Donc, c'est beaucoup d'actions qui doivent être faites à plein de niveaux différents. Est-ce qu'on s'arrête là? Bah, merci Virginie pour cette présentation. Ah, merci à vous, hein. Et s'il n'y a plus de questions. Ah, si je vois quelque chose de plus. Ah. Euh, En espérant que ce petit tour d'horizon était assez complet, on a quand même abordé plein de sujets. Bah oui. Mm. Après, il y a plein d'informations sur le site de l'association www.bamp.fr. Euh, N'hésitez pas à adhérer à notre association ou à d'autres associations parce que, comme on l'a dit au début, les temps sont durs pour les associations d'un point de vue financier, mais c'est aussi important d'avoir des adhérents parce que ça montre que le projet qui est proposé, finalement, bah, ça fait du bien à plein de gens. Donc les adhésions, c'est à la fois la question financière, mais bon, c'est pas avec le, les adhésions qu'on peut faire tous les projets qu'on fait sur une année, mais voilà, d'avoir des adhérents, des individus adhérents, ça fait du bien aux bénévoles, parce qu'elles se disent que voilà, ce qui est proposé a du sens pour ces personnes-là. Donc, c'est aussi sous cet angle-là, quand on est adhérent de l'association, bah, les bénévoles sont là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner sur certains dossiers. Elles sont là aussi pour vous soutenir, pour vous écouter, pour échanger avec vous. Donc voilà.
Les adhérents reçoivent aussi une lettre d'information. Alors, on essaye d'être régulier, mais des fois, on n'est pas régulier. Mais en tous les cas, une lettre d'information qui explique généralement tout ce qui a été fait par les différentes bénévoles sur une période donnée, les rendez-vous qui arrivent. Là, par exemple, je peux vous dire que mardi prochain, on a un rendez-vous au ministère de la Santé parce qu'ils ont rassemblé toutes les associations agréées d'usagers du système de soins et on va pouvoir discuter euh, de tout ce qui concerne les associations agréées et notamment le financement public. Donc là, voilà, j'ai hâte de pouvoir dire qu'on aimerait bien avoir plus de financement public et que c'est très compliqué de les obtenir. Donc voilà, comment faire? Et puis mardi prochain, il y a aussi le groupe de travail sur les parcours de soins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a la réunion de novembre qui a lieu, à laquelle on va participer aussi. Euh, et je peux vous donner aussi un autre exemple. La semaine d'après, la semaine 47, on a été invité par une association de femmes à Rennes qui organise 3 jours de colloques sur la santé des femmes dans un quartier de Rennes. Et donc là, on a été invité à intervenir pour parler justement des questions de fertilité, infertilité, donc de gamètes. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de ce que fait l'association. On fait des actions en partenariat avec d'autres associations. On est invité par d'autres associations, toujours avec pour objectif d'informer, de sensibiliser, de partager la parole sur les questions fertilité, infertilité, don de gamètes. Voilà, voilà. Je vous remercie. Merci à toutes. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.